Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la partie 1 de la méditation vous a plu, que vous avez bien appris, vous avez appris des choses. Vous avez vu les petits QCM, il fallait faire l'arrêt de la vidéo pour pouvoir répondre, et vous avez corrigé juste après. Eh bien on va continuer, on va faire la partie 2 aujourd'hui. Je pense qu'il y aura plusieurs parties, parce que c'est quand même un cours très important sur la sécurité, on ne rigole pas avec ça. Et alors je vous invite à me suivre, et on va aller voir le reste du cours. Les limites de zone d'environnement. Alors là, c'est pareil, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous faites un arrêt sur image, vous arrêtez la vidéo et vous essayez de répondre. Moi, je vais changer la page. Et là, vous avez la réponse. Je vous laisse lire. Vous faites l'arrêt sur image. Par contre, je rajouterai une partie 3 ou 4 avec un schéma pour les limites de zone d'environnement. Alors, vous inquiétez pas, vous serez obligé de revenir sur ce QCM pour essayer de comprendre. Le système de l'habilitation. À quoi ça sert? Comment ça marche? L'employeur est tenu de former ses salariés à la prévention du risque électrique pour les activités professionnelles où ce risque est présent. L'objectif de cette formation théorique et pratique consiste à faire acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité électrique. Est-ce que l'habilitation est obligatoire? Ben oui, elle est obligatoire. Effectuée à titre d'exécutant ou de chargé des opérations sur ou au voisinage des ouvrages des installations électriques. Surveiller les opérations sur ou au voisinage des ouvrages et installations électriques. Accéder sans surveillance aux locaux et emplacements d'accès réservés aux électriciens. Procéder à la consignation d'ordre électrique. On va voir tout ça en détail. Alors, qu'est-ce que c'est l'habilitation? C'est la reconnaissance par son employeur de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, des tâches fixées. On appelle ça un titre d'habilitation. Alors attention, l'habilitation n'est pas directement liée à la classification professionnelle. Mais bon, comme je vous expliquais au départ, j'étais artisan. Et quand je devais embaucher des personnes, quand j'avais une personne devant moi, plusieurs CV devant moi, quand je voyais que sur le CV c'était marqué que la personne était habilitée et que l'autre n'était pas habilité, je vous laisse réfléchir qui j'ai pris. Parce qu'une habilitation, c'est l'employeur qui doit vous la payer. Là, l'AFPA vous la paye dans la formation. Mais l'employeur, moi, j'avais pas le temps de former mes gars. Malgré que je savais que c'était une obligation. Je préférais prendre un employé qui était déjà habilité. Et après, si cet employé restait dans mon entreprise, là oui, là je devais investir sur son habitation pour un recyclage. On verra tout à l'heure ce que c'est le recyclage. Mais ce n'est pas directement lié à la classification professionnelle. C'est pas parce que vous allez être habilité que vous allez toucher plus d'argent. Non. Mais vous serez prioritaire par rapport à l'embauche. Alors le premier critère d'une habilitation, c'est le domaine de l'attention. Alors, le B, c'est ouvrage d'installation des domaines BT et TBT. Alors rappelez-vous ce qu'on a vu à la partie 1. Nous, c'est de 0 à 1000 volts. Eh bien, c'est quoi? C'est la BT et la TBT. Le H, c'est ouvrage d'installation du domaine HT. HT, ça veut dire haute tension. C'est au-delà de 1000, c'est de la haute tension. Nous avons d'autres critères. Alors, nous avons le C, en deuxième lettre, attention, en deuxième caractère, deuxième lettre ou deuxième chiffre. Nous avons le C. Ben, lui, ça veut dire caractérisation de la consignation. Le R, caractéristique des interventions en BT, entretien et dépannage. Le S, caractéristique des interventions en BT, de remplacement et de raccordement. Vous avez le E, avec ses 4 attributs.
Vous avez le P pour la photovoltaïque. Alors vous faites arrêt sur image et vous regardez laquelle va vous intéresser. Après, on peut avoir aussi un chiffre en deuxième caractère. Nous avons 0. Nous avons le 1 et le 2. Or, le 0, caractéristique, le personnel chargé de chantier ou d'exécuter en réalisation des travaux d'ordre exclusivement non électrique. Tout ce qui est BO ou 0, je veux dire, ce n'est pas des électriciens. Attention, ils ne font pas de travaux électriques. Le 1, c'est des ordres d'électrique. Opération d'ordre électrique. Vous avez le 2, également pareil, et peut être surveillant de chantier. Après, nous avons la troisième lettre. Nous avons le V. Or, le V, vous verrez que ça veut dire voisinage. En HT, le titulaire peut effectuer les travaux dans la zone de voisinage renforcée. On verra plus tard qu'est-ce que sont les zones de voisinage. En BT, le titulaire peut effectuer les travaux d'ordre électrique hors tension dans la zone de voisinage renforcée Z4. Vous le verrez plus tard. Nous avons le T. Le titulaire peut effectuer des travaux sous tension. Nous avons le N. Peut effectuer des travaux de nettoyage sous tension. Nous avons le X. Le titulaire peut effectuer sous certaines conditions des opérations spéciales. Cette habilitation doit avoir un caractère exceptionnel. Les attributs pour les BE et les HE. Cette mention précise la capacité du titulaire à assurer les opérations correspondantes. Alors, quand vous êtes BE et C ou HE et C, c'est pour réaliser des essais. BE, vérification, BE, manœuvre. Alors, quand on dit manœuvre, ce n'est pas un manœuvre pour porter des seaux, c'est le manœuvrage d'appareils électriques. Nous avons les symboles. Alors, on a vu le premier indice, le deuxième chiffre, le deuxième lettre ou le deuxième chiffre. Alors là, vous voyez un BT, exécutant, pas d'habilitation requise, chargé de chantier, ça peut être un BO, exécutant, chargé de chantier, cas interdit, en zone 4. Ça, c'est les zones. Je vous laisse regarder. Voilà. Alors, nous avons les installations consignées en BT et en HT. Exécutant B1 ou H1. Alors, basse tension 1 ou haute tension 1. Nous avons des B2. Nous avons des H2. Ça, c'est des chargés de travaux. Le 2, c'est chargé de travaux. Nous avons des exécutants électriciens voisinage. B1V. Basse tension 1, c'est exécutant. V, c'est le voisinage. Nous avons des chargés de travaux. B2V. Là, c'est pareil. B, basse tension, 2 chargés de travaux, et V, voisinage. Et ainsi de suite. Nous avons d'autres habilitations. En BT, nous avons des BC. BC, n'oublions pas que le C, c'est consignation. Dans la zone 1, 2 et 4. On voit les couleurs des zones. Je vous mettrai le cours un peu plus tard dessus. Nous avons le HC. Nous avons la zone, le BR. Or, le BR, c'est le maximum qu'on peut avoir en basse tension, de 0 à 1000, n'oubliez pas. Nous avons les BS. Nous avons les BE, les BP, les B1X et les B2X. N'oublions pas le X. C'est les zones spécifiques. Alors ça, c'est une habilitation, elle est vierge. Eh bien, votre employeur, il va marquer son nom, la fonction que vous avez, l'habilitation que vous avez. Alors pourquoi, il y a une dizaine d'années, on crée des habilitations générales. C'est-à-dire que c'était toujours dans le même domaine de tension. Et on s'est aperçu que maintenant, dans certaines entreprises, vous vous trouvez dans plusieurs domaines de tension. C'est pour ça que l'employeur, sur chaque chantier, il est obligé de vous délivrer
un titre d'habilitation par rapport à là où vous allez travailler. Par exemple, si vous travaillez dans une usine EDF, dans un centre EDF, ben, vous allez être B1V. Si vous allez travailler, par exemple, chez un particulier, votre employeur, il a besoin que d'un B1. Il n'a pas besoin d'un B1V. Et pareil pour l'industrie ou dans le tertiaire. Si votre employeur n'a pas besoin de B1, il va vous mettre B1V. Et ainsi de suite. Ne confondez pas l'avis d'habilitation avec le titre d'habilitation. Ici, au centre AFPA, dans tous les centres de formation, vous allez passer un avis de formation. C'est-à-dire qu'ici, vous sortirez avec du BR. L'employeur, quand il verra votre avis d'habilitation, qui dure 3 ans, on le verra tout à l'heure, il sait qu'il peut vous habiliter jusqu'à BR. Mais peut-être qu'il n'en a pas besoin pour tel ou tel chantier. Mais il ne pourra pas vous habiliter H1 ou H1V, parce que vous n'avez pas reçu la formation pour cela. C'est pour ça que les titres d'habilitation, c'est fait par l'employeur. Alors, dessus c'est pareil, hein, d'ordonnement électrique, chargé de chantier, chargé de travaux, tout est marqué dessus. Hein. Le lieu, la date, voilà. Alors, là, on va définir les rôles de chacun. Définition des rôles des différents acteurs pour travaux hors tension. Alors vous avez l'employeur, vous avez également le chef d'établissement, le chargé d'exploitation, chargé de consignation, chargé de travaux, l'exécutant et l'exécutant. C'est le mot. Voilà. Après vous avez intervention BT générale. Là vous avez l'employeur, chargé d'exploitation, chargé d'établissement et chargé d'intervention générale. Voilà. Par rapport au rôle spécifique, vous avez toujours l'employeur, chargé d'exploitation, chargé d'établissement. Vous avez le chargé de manœuvre, chargé de vérification, chargé de mesurage et chargé d'essai. C'est les fameux 4 attributs des BE. Alors là, nouveau QCM, alors je vous invite à arrêter les vidéos. Une habilitation indice B et du domaine de la basse tension. Vous marquez oui ou non. Je possède une habilitation indice 0. Je peux faire une mesure électrique. Ben, à mon avis, c'est non. Parce que c'est d'ordre électrique. Un B0, ça va être les peintres, ça va être les maçons. Ils ne touchent pas à l'électricité. Ils ne vont pas prendre une mesure électrique. Alors, je vous laisse remplir ceci. Et voilà la correction. Je vous laisse regarder. Là, on va prendre l'exemple des BS, par exemple. Les BS peuvent réaliser une intervention d'entretien électrique. Non. Le BS, il peut le raccordement et remplacement à l'identique. Je vous laisse regarder. L'analyse du risque. L'analyse des risques et la prévention du travail sont de la responsabilité de l'employeur, mais elles vous incombent aussi car il s'agit de votre sécurité. L'analyse des risques doit être conduite avant chaque phase de travail et poursuivie tout le long des opérations par tous les acteurs. Alors, que ça veut dire? Ça veut dire que votre patron, votre employeur, il est allé faire un devis sur tel ou tel lieu. Il a vu les risques potentiels de ce bâtiment. Les risques électriques. Là, on est en électricité. Il a fait le devis a été accepté, mais s'il faut, il s'est passé 3, 4, 5, 6 mois entre-temps. Et le risque a plus évolué. Il peut y avoir plusieurs risques, les risques d'inondation, de feu. Il peut y avoir d'autres risques qui se sont rajoutés entre-temps.
C'est pour ça que vous êtes aussi responsable, car c'est votre sécurité. Vous devez prendre en compte notamment la tension de l'ouvrage de l'installation, si vous êtes embêté à acheter ou les deux. La distance des pièces sous tension accessible, la PNST, le mode opératoire. Cette analyse doit permettre d'apprécier les distances et les volumes que les opérateurs sont susceptibles d'atteindre durant l'opération. Les risques liés à l'induction magnétique ou au couplage capacitif entre installations, ligne de câble. Oh, je vous laisse lire. L'origine de l'induction magnétique ou du couplage capacitif peut se trouver éloignée et hors vue de la zone du travail. Alors ici, par exemple, un exemple, nous avons un ouvrage sous tension. Par effet magnétique, vous pouvez avoir un circuit induit par rapport, par exemple, à un porteur. Et du coup, il faut que ce porteur, s'il n'est pas mis à la terre, le courant, il va traverser votre courant. Les risques liés à la très basse tension. Toujours risque de court-circuit, flash, projection, risque de choc électrique. Ça, c'est un récapitulatif de ce que nous avons fait après. Alors, pour éviter tous ces risques, du moins pour se mettre en sécurité, parce que les risques, on ne peut pas l'éviter. Il y est. C'est à nous de se préserver et nous avons des équipements. Nous avons des équipements, des EPC et des EPI. Alors, nous voyons, on va rentrer plus en détail. On va voir tous les équipements qui existent. Et ça, c'est que pour l'électricité. Voilà. Tenue et travail EPI. Les vêtements recouvrant le corps, bras, jambes, particulièrement matière non programmatique de la flamme, sans pièces conductrices. On voit la tenue. Alors, EPI veut dire quoi? C'est la protection collective et individuelle. Alors, E, équipement de protection individuelle. EPI est égal à équipement de protection individuelle. Et EPC, c'est équipement de protection collective. On va voir tout à l'heure ce que c'est. Nous avons des gants. Là, on est toujours dans les EPI. Nous avons des gants. Alors, des gants, on a plusieurs classes. On a les classes 0,0, ça va jusqu'à 500 volts. La classe 0, ça va jusqu'à 1000 volts. La classe 1, 7500 et ainsi de suite. Nous, ce qui nous concerne, c'est ici. Nous, on se protège jusqu'à 1000 volts. L'utilisation des gants, je vous mettrai une vidéo plus tard. Comment on se protège avec les EPI. Les travaux et interventions sur des pièces unies sous tension embêtées ou à proximité. Des gants de type 1, 2, 3, 4, c'est pour en acheter. Pour la protection mécanique, surcharge protecteur. Alors, la conservation des gants est primordiale. Il faut les mettre à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité. Il est recommandé de talquer intérieurement les gants régulièrement, en particulier l'été. Pourquoi? Pour la chaleur. Alors, nous avons les gants, toujours pareil. Nous avons un gonflage ici pour gonfler le gant. Alors, pourquoi on doit gonfler le gant avant l'utilisation? Je vous montrerai la vidéo que je ferai. Tout simplement pour voir si, par accident, il ne l'est pas troué. Pour éviter la transpiration d'un gant, on peut mettre du talc, comme vous mettez sur les fesses des bébés. Ou alors, on peut mettre des sous-gants. Et après, nous avons une protection pour le choc. Après, nous avons le casque. Nous avons les casques. Alors, je vous laisse lire, je vous laisse regarder. Ce qui est très important, c'est que sur chaque EPI et EPC, nous avons les deux symboles en triangle. Les deux symboles en triangle signifient qu'ils sont en classe 0
et de la norme française. Et surtout qui sont isolés 1000 volts. Le port du casque est obligatoire dans tous les travaux où il y a un risque de chute d'objets ou de choc à la tête sur des pièces saillantes ou des risques d'électrisation. L'utilisation de la jugulaire est obligatoire lorsque le risque de perdre le casque est avéré. Exemple très bon monteur. Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle visuel du bon état du casque. C'est pareil pour les gants. Un léger pliage de la visière permet de contrôler l'absence de fissures ou de craquelures. Nettoyez le casque soit avec de l'alcool, soit avec de l'eau ou du savon, puis rincez. Voilà, nous avons d'autres casques. Alors, ne pas confondre avec des casques pour... comment on appelle ça déjà? Pour nettoyer le jardin, je ne sais plus comment on appelle ça. Des protections. Ça, c'est pas un casque homologué. Et celui-là, vous l'avez homologué. Alors, comment on sait qu'un casque est homologué? Tout simplement grâce aux deux triangles. Alors, à utiliser dans les cas des travaux importants, des risques de projection de particules liquides ou solides, rayonnement ultraviolet. Pour les travaux dans les lieux peu éclairés, choisir des oculaires incolores. Alors, toujours pareil, les vérifications d'entretien, c'est toujours la même chose. Nous avons, chaque casque a une visière. Pour quelle raison? Si nous avons un court-circuit, nous aurons le visage et les yeux protégés. Ultraviolet, projection contre les particules. Les masques anti-UV ultraviolets doivent être portés obligatoirement lors des travaux ou interventions au voisinage, lors des étapes sous tension des intervenants, lors des opérations de contrôle, essais, mesurage, lors de la mise en place des dispositifs de mise à la terre en court-circuit. Nous avons également des tapis. Alors, le tapis, c'est un EPC. Le tapis en caoutchouc, naturellement ou en synthétique, est réalisé sous deux formes. Vous avez la forme carrée, la forme rectangulaire. La tension d'isolement dépendra de l'épaisseur du tapis. Toujours pareil, les tapis, c'est comme les casques et les gants. On vérifie visuellement s'il est en bon état. Et après, il faut vérifier l'entretien. D'accord? Nous avons aussi des tabourets de protection. Là, on les trouve beaucoup dans les transformateurs pour le acheter. Je vous laisse regarder les photos. Alors là, c'est toujours pareil. Il faut que l'utilisateur vérifie que le tabouret soit bien entretenu, qu'il ne soit pas cassé, et qu'il soit bien stable surtout, et qu'il ne touche aucune partie métallique. Nous avons les perches de sauvetage. Alors celles-ci, elles sont placées à l'entrée du transformateur. Elles sont constituées d'une manche isolante protégée par un crochet permettant de dégager l'accidenté. Elles sont obligatoires dans les postes de transformation. Voilà, je vous laisse regarder. Alors toujours pareil, il y a vérification, entretien, on vérifie l'état de la perche, on vérifie tout. Après, nous avons les VAT. Alors le VAT, c'est quoi? C'est un vérificateur d'absence de tension. V, vérificateur. A, absence, T, tension. Ce dispositif conçu spécialement à cet effet est destiné à fournir la preuve indiscutable de l'absence de tension. Alors attention, un VAT n'est pas un appareil de mesure. Attention, un VAT n'est jamais avec un affichage digital. Ce sera des affichages à LED. Ils peuvent être de type lumineux ou du type sonore. Mais dans tous les cas, ils doivent être adaptés à la tension des installations sur lesquelles vous utilisez. La vérification s'effectue lors des conducteurs actifs entre l'actif de terre et l'appareil embêté est obligatoire IPDX. Immédiatement, avant puis après chaque opération effectuée avec ce matériel, il est indispensable de vérifier son bon fonctionnement à l'aide des parties actives testées sous tension. Alors là, je vous laisse lire, je sais très bien que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas, c'est normal. Je vous ferai une vidéo, comment vérifier un VAT, comment mettre les EPI, comment les vérifier et comment s'installer.
ainsi que les zones de voisinage. Ça sera sûrement la partie 4 ou 5 ou 3 de l'habilitation. Alors, les caractéristiques du VAT. Autotest, cordon classe 2, pointe des touches IP2X, détection des tensions jusqu'aux 400 volts, il y en a qui peuvent monter plus haut, recherche de phase et de neutre. Nous pouvons avoir aussi des outils isolés. Je vous laisse regarder. Toujours pareil, regardez le symbole, il s'y trouve toujours là. À chaque outil, que ce soit vos tournevis, vos pinces à dénuder, vos coupantes, automatiquement, vos couteaux, automatiquement, il y aura le symbole de triangle. S'il n'y a pas les symboles, ça veut dire que, attention, vos outils avec lesquels vous travaillez ne sont pas isolés. Après, c'est toujours pareil, une fois que vous avez travaillé avec vos outils, que ce soit avec les EPI, tous les EPI, vous devez vérifier l'état des EPI quand vous avez arrêté votre travail. Là, nous avons également des pancartes. Pancartes en aluminium ou en matière plastique, banderoles, matière isolante, des dispositifs de délimitation des zones, ainsi de suite. On ne peut pas laisser une installation ouverte, sous tension, à proximité de personnes. L'utilisation permet d'interdire une action, d'avertir un danger ou obliger à utiliser un matériel de sécurité. Permettre de signaler un chantier ou une zone dangereuse peut être utilisé en bon escient. Toujours pareil, il y a la vérification et l'entretien. Nous avons les écrans. N'oublions pas l'éloignement et les obstacles, conçus pour éviter l'approche ou de contact PNST. Ils peuvent également délimiter les zones de travail. Alors, il peut être réalisé en matériaux conducteurs mis à la terre, matériaux non conducteurs sans garantie isolante, déterminer obstacle, matériaux isolants ou isolés. Tout ça, vous le verrez dans la vidéo. Nous avons la malte également. Cette opération permet de se prémunir contre des risques dus à une tension induite ou de condensateurs chargés ou réalimentation mutuelle et éventuelle. La mise à la terre et en court-circuit CC est facultative sur des installations embêtées ne présentant pas ce type de risque. Alors imaginons que vous êtes chez un particulier, vous n'allez pas faire une malte, mais vous allez travailler à l'hôpital dans le domaine de tension de 400 volts par exemple ou ailleurs. Si l'entreprise a un groupe électrogène il va se remettre en marche automatiquement dès qu'il va voir qu'il y a une coupure de courant. Et c'est là où vous allez utiliser la malte pour vous mettre en sécurité. Là, nous avons d'autres appareils de contrôle. Je vous laisse regarder. Et là, un petit QCM. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites arrêt sur image, vous faites la pause et vous remplissez le QCM. Là, on va passer à la vidéo de la correction. Les gants isolants électriciens sont uniquement testés mensuellement. Non, les gants isolants électriciens protègent contre les courts-circuits. Non, ils ne vous protègent pas contre les courts-circuits, les gants. Non. Ils vous protègent contre les effets des courts-circuits. Mais ils ne vous protègent pas contre les courts-circuits. Ce n'est pas parce que vous portez des gants que vous n'allez pas faire de court-circuit. Attention aux questions. Les orages. En cas d'orage, l'apparition d'éclairs ou de perception de tonnerre. Aucun travail ne doit être entrepris ou poursuivi sur des ouvrages situés à l'extérieur ni sur des installations même intérieures alimentées par une ligne aérienne en conducteur nu. Mais, j'aime bien, parce qu'il y a toujours une loi pour contredire l'autre, toutefois, la phase des travaux en cours peut être achevée provisoirement pour assurer la sécurité du tiers ou de permettre la remise en service de l'ouvrage. À vous de prendre le risque et à vous de voir si vous avez le temps de finir. Pour résumer, ça veut dire ça. Les incendies. Ah, ça j'aime bien les incendies. Les incendies sur les ouvrages électriques. Mettre ou faire mettre, si possible, l'installation hors tension. Le personnel qui donne l'alarme doit préciser, si possible, la nature du risque électrique. Il doit suivre des instructions de son employeur ou de chef d'établissement. Combattez le feu si possible. Fermez toutes les fenêtres et portes
pour les trappes de désenfumage, suivez l'instruction sur le site. Alors par rapport aux alarmes incendie, vous verrez ce que c'est une trappe dans le prochain cours, dans un cours que je ferai plus tard. Attaquez le feu à sa base, dos au vent, en utilisant un extincteur approprié. Là, je vous laisse lire. Alors, par contre, on ne va pas s'amuser à jeter un seau d'eau. Hein. C'est déconseillé. Or, vous pouvez le faire, mais vous allez le faire qu'une fois. Voilà, ça, c'est... non. Ce monsieur-là, je pense qu'il va le faire qu'une fois. Il ne s'amusera pas à le faire deux fois, parce que je pense qu'il sera mort. Je vous laisse regarder les distances. Alors, les distances, elles vont s'agrandir, c'est par rapport au domaine de tension. Je vous laisse regarder. Voilà, messieurs. Maintenant, je vais arrêter cette vidéo. J'attaquerai sûrement bientôt la partie 3 de l'habilitation. Parce que maintenant, ça fait beaucoup, ça fait plus de 30 minutes. Alors, je vous laisse digérer cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à vous abonner. Je sais que l'habilitation, pour certains, c'est un passage obligatoire. Mais n'oubliez pas une chose, l'habilitation, ça peut vous permettre de rester en vie. C'est très important l'habilitation. Ça vous montre le danger. Et si vous voyez qu'il y a un gros danger, je vous expliquerai ce que c'est le droit de retrait. Je sais que certains employeurs n'aiment pas attendre ce mot, le droit de retrait, mais si ça peut vous permettre de rester en vie, le droit de retrait, je vous invite à le prendre. Bon, c'est clair qu'il ne faut pas faire un droit de retrait une fois par semaine, mais on verra ça un peu plus tard. L'habilitation, je sais que certains le prennent parce qu'ils sont obligés de le passer, mais c'est très important, je peux vous le dire. Ça peut sauver des vies, ça peut vous sauver à vous, ça peut sauver votre collègue de travail. C'est très important. Voilà, je vais arrêter là et je vous dis à bientôt pour la partie